Bonsoir à toutes et à tous. Et je remercie également à nouveau Eric Emmanuel-Schmitt. C'était un beau cadeau déjà aussi qui nous honore de sa présence. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi publiquement, parce que je le fais rarement, et je voudrais remercier Danielle Bosselug ici présente, des éditions Albin Michel. C'est aussi grâce à elle qu'on a pu compter sur vous ce soir, donc je la remercie publiquement. Vous étiez venu il y a 10 ans tout juste. Oui. Eh oui. Oui. Vous vous souvenez pour quel roman? C'était pour La part de l'autre, non? Oui. Mon roman sur Hitler, Sur Hitler. La double vie Hitler. d'Adolf Hitler. Oui, j'avais été déjà impressionné par les lieux, par la présence des lecteurs et des lectrices en si grand nombre. Et je vois que c'est encore pire aujourd'hui. 1200 vous êtes ce soir, présents pour cette conférence. C'est extraordinaire de réussir ça, bravo. La femme au miroir, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu. Je ne sais pas combienième roman, je ne calcule plus. Je ne sais même pas si vous-même vous calculez comme ça. Il n'y a que les journalistes qui savent ça. C'est ça. 3 femmes, 3 siècles, 3 destins, un prénom décliné sous 3 formes, Anne, Anna, Henny, et puis aussi, et c'est aussi une des prouesses du livre, 3 styles d'écriture différents qui correspondent chacun aux 3 périodes. Alors on suit alternativement, je vous présente rapidement le livre, et toujours dans le même ordre, Anne, donc dans la Renaissance à Bruges, on est à peu près à la fin de l'Inquisition. Anna, dans la Vienne de Freud, la Vienne impériale, en 1905, une femme qui a du mal à trouver un peu les clés de sa vie et qui va se tourner vers la psychanalyse. Et puis, dernière période, le Hollywood d'aujourd'hui, avec Henny, qui est une jeune star qui est en haut de l'affiche. La femme au miroir, ce sont 3 femmes qui vont finalement briser le miroir, au sens propre comme au sens figuré, finalement. Oui, c'est vrai que depuis que je suis petit garçon, je suis fasciné par cette scène d'une femme qui se regarde dans un miroir. Et c'est vrai que depuis toujours, je me dis, qu'est-ce qu'elle regarde? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'intense, de très fort, et qu'il ne faut pas intervenir, parce qu'il se passe quelque chose. Et il me semble que, en fait, le moment où une femme se regarde dans un miroir est un moment absolument terrible. C'est-à-dire qu'elle ne se regarde pas, elle cherche à voir ce que voient les autres. C'est-à-dire qu'en fait, ce moment qu'on croit intime n'est pas du tout un moment intime, mais un moment extime. C'est-à-dire qu'une femme devant le miroir essaye d'apercevoir si elle est conforme à ce qu'on attend d'elle, si elle est belle selon le principe du moment, si elle correspond aux critères. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a une injonction sociale très très forte sur elle, comme s'il y avait 1 millier de visages dans le petit miroir qui lui disaient non, ce n'est pas ça. Et donc c'est un moment qui n'est pas un moment de libération, mais presque un moment d'enfermement. Autre exemple qui me vient en tête, comme ça, souvent quand on est dans un ascenseur, vous avez remarqué, les hommes ne se regardent pas dans le miroir, et les femmes, oui. Alors pourquoi? C'est pas parce qu'elles sont plus narcissiques, non, c'est parce qu'elles tiennent absolument à se rendre plus malheureuses que nous. Parce que nous, on sait très très bien que la lumière est dégueulasse, que le miroir est un miroir avec un très mauvais teint. Donc si on veut voir à quoi on ressemble version grenouille, il faut se regarder dans le miroir d'un ascenseur. Une femme, elle ne pense pas ça, elle va vérifier que ça ne va pas. Elle va vérifier qu'elle est moche, elle va vérifier un détail d'elle-même qui l'obsède, qui symbolise comme ça toute sa difficulté de rapport avec son corps ou avec ce que la société attend de son corps, etc. etc. Et donc voilà, ce moment d'une femme au miroir, qui est un moment qui, de l'extérieur, pour un petit garçon ou pour un homme, est un beau moment. On aime regarder une femme qui se regarde dans un miroir. C'est pour une femme, au contraire, souvent une épreuve, qu'elle soit belle ou pas. C'est un moment d'épreuve où elle se confronte avec toutes les attentes qui pèsent sur son corps et sur son destin. Alors, l'histoire de ces femmes, de ces 3 femmes dans ce livre, ces femmes au miroir, c'est qu'elles vont avoir le courage de briser le miroir. C'est-à-dire de vivre la vie, une vie qui serait la leur, et non pas la vie qu'on a préparée pour elles. Parce qu'effectivement, chacun de nous, quand il naît, il a un destin qui est préfabriqué selon sa famille, selon son lieu de naissance, selon son époque, selon la société dans laquelle il est, son niveau social. Il a un destin qui est tout tracé. Alors, on peut tous se poser cette question, est-ce que je vais vivre ce destin ou est-ce que je vais partir à la recherche de ma vie, de ma propre vie, mon propre destin? Alors, ces 3 femmes, elles vont avoir le courage justement d'essayer de partir à la recherche d'elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si elles y arriveront.
mais ce qui compte, c'est qu'elles fassent le chemin. Ce qui est important, ce n'est pas le bout du chemin, c'est le chemin. Alors pour rester sur les généralités sur ces 3 femmes, elles sont à des niveaux différents de leur vie, toutes les 3 dans des situations qui sont en apparence assez différentes, mais finalement assez semblables. Elles ont toutes les raisons pour être heureuses au départ. Il y en a une qui va se marier, une autre qui est riche et mariée, et une autre qui est une star internationale. Et elles sont toutes les 3 orphelines. Pour quelles raisons ? Ça, c'était important pour qu'elles aient ce point commun, parce que elles sont orphelines, ça veut dire qu'elles n'ont pas eu de référent féminin ou masculin à travers une mère ou un père. Lorsqu'une fille a une figure féminine maternelle auprès d'elle, elle va construire sa féminité par rapport à la mère, soit dans la reproduction, soit dans l'opposition. Mais en tout cas, il y a une figure de référence. Elles n'ont pas ça. Donc, elles ne savent pas quelles femmes elles peuvent être. Il y a encore une espèce d'indétermination. Et puis, le père n'est pas là non plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas une figure qui représente la société et qui leur indique l'ordre des choses, comment les choses doivent être, puisque souvent le père est à l'intérieur du foyer, celui qui symbolise l'extérieur, celui qui amène la loi, l'ordre. Alors, voilà, manquant de féminin et de masculin comme référent, c'est peut-être c'est peut-être un malheur qui les frappe, mais c'est peut-être aussi l'occasion de leur liberté. Parce que finalement, n'ayant pas ces figures, elles vont devoir s'inventer. Elles n'auront qu'à s'inventer. Il faudra forcément qu'elles cherchent. Voilà. Alors, ça fait aussi leur fragilité par rapport aux hommes. C'est-à-dire, dès qu'un homme arrive dans leur vie, elles ont tendance à lui faire jouer tous les rôles. Le rôle du père, le rôle de l'amant, le rôle de l'ami, etc. Parce qu'il n'y a pas encore eu un partage des rôles masculins, vu que le père n'existait pas. Donc, ça leur donne une certaine fragilité par rapport au masculin. Mais elles ont ce point commun-là. Donc, elles doivent inventer les femmes qu'elles sont et elles doivent découvrir ce que sont les hommes pour elles. Alors, avant de rentrer dans le détail des 3 héroïnes, le choix des époques, comment s'est-il opéré ? Il n'est évidemment pas innocent de votre part. Non. Alors, la Renaissance d'abord, en Bruges. La Renaissance, alors, à la Renaissance, on est à Bruges, Bruges donc dans les Flandres, qui à ce moment-là est une ville, une des plus belles villes d'Europe, puisqu'une des villes les plus riches d'Europe, à cause du fait que Bruges est encore un port. À l'époque où se passe mon roman, Bruges est en train de s'ensabler et va bientôt cesser d'être un port et va donc cesser d'être le poumon économique de la Flandre et ça va devenir Anvers, pas loin d'ici, enfin pas loin de Bruges, qui va prendre la succession. Donc Bruges est une ville riche avec tout ce que ça signifie, c'est-à-dire beauté architecturale et en même temps développement de la vie spirituelle, puisqu'il y a de multiples couvents, églises, etc., etc. Alors, on est dans une époque religieuse. C'était ça mon but, c'était d'avoir une des époques qui était l'époque religieuse, parce que chaque époque nous propose un mode de compréhension de nos vies. Et pendant des siècles, au Moyen-Âge et à la Renaissance, le mode de compréhension de la vie, c'était la religion qui l'offrait. On avait des références religieuses pour se penser. Et effectivement, l'héroïne, Anne de Bruges, va s'enfuir le jour de sa préparation nuptiale, va disparaître dans la forêt, et elle ne sait pas très bien pourquoi. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas se marier. Et puis, on va la récupérer. Et dans cette époque-là, on va trouver un sens à son comportement différent, puisque chaque époque trouve un sens à la différence. On va dire, elle ne veut pas se marier avec un homme, c'est donc qu'elle veut se marier avec Dieu. Donc, sa virginité, sa chasteté, on va l'accepter en lui donnant un sens spirituel. Est-ce que c'est vraiment le cas chez elle ? C'est très complexe. Il faut la suivre dans ses pérégrinations. Et donc, on est dans un âge religieux. Et alors, cet âge religieux, à la fois, il va accepter la différence et en même temps, si vous lisez le roman, il va la broyer, puisqu'on est dans une époque, justement, c'est pour ça que j'ai choisi ce moment-là, on est à l'époque où le monde chrétien se fissure, puisqu'il y a la réforme, la contre-réforme, c'est-à-dire le catholicisme et le protestantisme qui s'opposent, et c'est un moment où l'Inquisition est au plus fort. Donc la répression religieuse quand on n'est pas conforme
au dogme. Donc cette époque religieuse qui va d'abord lui permettre de se comprendre et l'accepter va finalement la broyer. Alors elle va rejoindre une communauté, alors moi j'ignorais l'existence de cette communauté qui s'appelle les Béguines, Les Béguines. Qui ne sont pas des religieuses, Non. mais dont certains disent d'ailleurs que c'était un des premiers mouvements féministes de l'histoire. Moi c'est ce que je pense, c'est-à-dire les Béguines, c'est une des premières formes d'organisation féministe de l'histoire. C'est des femmes qui décident de vivre sans les hommes. Alors les béguinages, ça a commencé au XIIe, XIIIe siècle, enfin même la fin du XIe. C'est-à-dire qu'à une époque où on manque d'hommes, surtout en Flandre. Pourquoi ? Parce que les croisades ont emmené la plupart des hommes à la guerre. Et puis malheureusement, cette pénurie d'hommes va continuer quand même pendant plusieurs siècles à cause, après les croisades, des guerres de religion. Et donc vraiment, les hommes meurent beaucoup. Et les femmes, non seulement doivent apprendre à vivre sans les hommes, à exercer des métiers d'hommes, comme toujours pendant les guerres. Tout d'un coup, on se rend compte qu'elles sont capables. Ce qu'elles font d'ailleurs, les Béguines. Ce qu'elles font. Et là, les Béguines, carrément, je dirais qu'il y a, entre guillemets, un certain nombre de femmes qui restent sur le carreau par rapport aux hommes, puisqu'il y a une plus grande population féminine que masculine. Et il y a des femmes qui simplement décident d'assumer le fait d'avoir une vie sans homme. Et donc le béguinage, c'est une communauté qui n'est pas une communauté religieuse, puisqu'on ne prononce pas de vœux, on ne s'engage pas. C'est une communauté de femmes qui vit dans une ville au centre de la ville, le béguinage, qui est ouvert sur la ville pendant la journée et qui se ferme la nuit. Et là, les béguines exercent toutes les fonctions qui sont nécessaires pour une vie en commun, c'est-à-dire aussi des travaux de force, pas seulement la cuisine et l'économat. Elles sont très écoutées à l'époque. Elles sont très écoutées. Elles sont respectées. Le clergé ne va pas beaucoup les aimer et va faire en sorte rapidement de les faire disparaître. Et alors paradoxalement, le béguinage est un mode de vie qui revient actuellement là, dans ces 2 dernières décennies. En Allemagne, il y a de plus en plus de béguinage qui se crée, c'est-à-dire de femmes qui décident d'investir des lieux, des immeubles, des séries de maisons pour vivre ensemble sans les hommes. Aux Pays-Bas aussi. Je fais un parallèle sur le miroir pour y revenir en tout cas, mais à cette époque-là, c'était considéré comme d'abord un accessoire de l'aristocratie, mais l'Église considérait que c'était presque diabolique. Le miroir. Oui, le miroir avait une grande ambiguïté. D'abord, il était du côté de la frivolité, mais il était peut-être aussi du côté du diable, effectivement. Alors, d'abord, les miroirs étaient rares, c'est vrai, et les femmes du peuple n'avaient pas de miroir. Elles se regardaient dans des espèces de morceaux d'étain brossés. Donc forcément, leur image était bosselée, il n'y avait pas les couleurs, il n'y avait pas de netteté de traits. Et les miroirs italiens étaient très très rares, et c'était simplement les gens riches qui pouvaient avoir ces miroirs-là. Et c'est vrai que quand le roman commence, Anne de Bruges, qui ne s'est jamais vue dans un miroir, va, grâce à l'entregent de sa tante, se voir dans 2 miroirs, un qu'on dispose devant elle et l'autre derrière, que sa tante a emprunté à une aristocrate, et donc elle se voit pour la première fois. Ça ne lui fait aucun effet, elle ne se reconnaît pas, évidemment, puisqu'elle ne se connaît pas, et surtout, ça ne l'intéresse pas, ce qui est une grande chance pour elle. Alors c'est sans doute un des premiers romans, je me trompe peut-être, où vous évoquez l'acte d'écrire, puisqu'il est question d'une poétesse, puisque oui. Anne est une poétesse, elle parle avec la nature, elle parle avec les arbres, elle parle avec les loups, et son meilleur moyen de s'exprimer avec ses semblables, c'est la poésie. Oui. Je ne sais même pas si c'est un moyen de s'exprimer, ouais. Mais peut-être pas de communiquer avec ses semblables, parce qu'au fond, ses poésies, elle les apprend par cœur. Ouais. Sans les noter. Sans les noter, et elle les roule dans sa tête. Et c'est très rare qu'elle les dise. Elle va juste les dire au moine Brindor, parce qu'elle développe une relation forte avec lui. Oui, c'est quelqu'un Anne, qui est une vraie mystique de la nature. Mystique de la nature, ça veut dire quoi ? Ça n'a pas forcément de rapport avec Dieu. Mystique de la nature, ça veut dire qu'elle ressent des forces dans la nature. Quand elle est auprès d'un arbre, qu'elle touche un arbre, elle sent la force qui vient de la terre. Et puis la force que les branches boivent dans le ciel aussi. Lorsqu'elle est dans une forêt, elle a des états d'âme et des pensées différentes, des pensées qu'elle n'aurait pas si elle était en ville. Elle communique avec les animaux. Elle communique intuitivement, spontanément avec les animaux. C'est ce qui fait que dès son époque, de son vivant, il va y avoir une légende qui va l'entourer, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est la Vierge de Bruges, qu'elle a arrêté un loup, c'est un peu comme le loup de Gubbio, vous savez, avec saint François d'Assise. Elle a arrêté un loup qui dévastait la campagne parce qu'elle a su parler au loup. Alors évidemment, pour elle, c'est plus complexe que ça. Déjà, son histoire lui échappe en devenant une légende.
Et les hommes de son époque ne vont pas arrêter de vouloir faire une belle histoire religieuse avec son comportement. Et elle estime que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, oui, elle sent des forces dans la nature, où elle sent un espèce d'aimant, et carrément presque une puissance d'amour qui est dans l'univers. Et on lui dit, c'est Dieu. Et elle va dire, Dieu, c'est une manière de dire. Alors ça va lui coûter sa vie. Dieu est une manière de dire. Mais elle est tellement rigoureuse, elle est tellement juste, qu'elle ne peut pas dire autre chose. Moi, j'ai toujours été fasciné par toutes les mystiques flamandes et rhénanes de l'époque médiévale. C'est une passion que j'ai depuis des années. Ces mystiques flamandes de rhénanes de l'époque médiévale et de la Renaissance. D'abord parce que c'est peut-être les seules voix de femmes qui nous restent de cette époque-là. Parce qu'autrement, on a très très peu de voix de femmes, d'écrits de femmes. Et puis, ces mystiques ont une parole libre, alors que c'était des femmes qui n'étaient pas libres et que les femmes n'étaient pas libres. Parce qu'elles décrivent ce qui leur arrive avec le langage du corps, le langage de l'amour, généralement, avec le langage des sentiments. Elles n'utilisent pas le vocabulaire théologique ni les termes dogmatiques qu'emploient les hommes, parce qu'elles n'ont pas eu droit à cet enseignement-là. Et donc, au fond, c'est une parole qui traverse beaucoup mieux les siècles que la parole des théologiens de l'époque. Et on entend vraiment ces voix de femmes libres, alors qui ont été autant écoutées que détestées. On les a fait taire. Il y a beaucoup de fins tragiques, pas seulement à mon âne de Bruges, mais il y a eu beaucoup de fins tragiques, puisque ces femmes-là, c'était ce que les historiens appellent des femmes naturelles. Vous savez, la femme naturelle, c'est le fantasme de l'homme, c'est-à-dire à la fois c'est celle qui sent physiquement les choses, a un vrai rapport avec la nature, connaît les plantes. Mais cette femme naturelle, c'est aussi la sorcière. Donc, parfois, il suffit d'un cheveu pour qu'on passe de la fascination à la détestation. Et ces femmes ont été, selon les mouvements de l'époque et les humeurs des hommes, considérées comme des saintes ou comme des sorcières. Et c'est ce qui va se passer pour Anne. Alors, j'ai lu que votre définition d'écriture, c'est l'écrire pour vous, c'est dire l'indicible. Le Oui. mysticisme, c'est aussi aller au-delà des mots, quelque part. Tout ça est un peu lié, non? Oui, pour moi, écrire, c'est dire l'indicible. Autrement, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Si on dit que ce qui peut être dit, c'est fait. Donc, écrire, c'est tourner autour de quelque chose qui est difficile à dire. Et alors, dans ce roman, moi, j'essaye de montrer justement que toute une vie de femme ou d'homme, c'est tellement complexe, c'est tellement riche, c'est tellement varié qu'aucun discours n'arrivera jamais, et aucune idéologie et aucune clé scientifique ou philosophique n'arrivera jamais à épuiser cette richesse humaine. Alors pour l'écriture, justement, ce que je disais au début, une des prouesses du livre, c'est effectivement que votre style est très différent selon les époques dans lesquelles on se trouve. Là, vous êtes adapté à un style qui est très en lien avec l'époque, qui était lequel pour vous? C'était un style fait de beaucoup de détails, un peu comme un peintre flamand, justement, exactement. Dans cette époque-là. Voilà, pour décrire cette renaissance à Bruges, il fallait avoir l'esprit d'un peintre flamand, c'est-à-dire le détail signifiant, et puis une grande attention à la lumière. Ouais. Toujours dire où tombe la lumière, et puis forcément aussi employer un vocabulaire qui pouvait être éventuellement celui de cette époque, même s'il n'y a aucun effet d'archaïsme. J'ai simplement gardé dans la langue d'aujourd'hui ce qui aurait pu être dans la langue de cette époque. Alors, autre style pour Anna, donc, dans la Vienne impériale, qui là est un style épistolaire, que là vous affectionnez beaucoup plus, on y reviendra, qui elle s'adresse à une amie très proche. Alors là, on est dans l'introspection, forcément, puisque là, tout le chapitre est consacré à l'analyse. Oui, volontairement. On est dans l'introspection, puisque finalement, cette Anna von Walberg va finir par rencontrer un disciple de Freud. Alors, on est à Vienne, on est en 1905. Alors, pourquoi j'ai choisi cette époque? C'est parce que c'est l'époque, pour moi, non plus l'époque religieuse, mais l'époque psychologique. C'est-à-dire qu'on vient de passer un 19e siècle où on écrivait des romans psychologiques, des romans qui étaient lus par les femmes, parfois écrits même par les femmes. Et tout d'un coup, on se comprend à travers les catégories de la psychologie. Et alors, les scènes se passent en 1905 à Vienne, à ce moment absolument clé de l'histoire de la psychologie, où la psychologie de la conscience s'enrichit de la psychologie de l'inconscient. C'est-à-dire avec Freud qui tout d'un coup balance cette idée incroyable que tout ce qui se passe dans notre esprit n'afflue pas à la conscience, mais qu'il peut y avoir des pulsions inconscientes, des interdictions inconscientes, des refoulements inconscients. Et donc il faut décrypter notre vie consciente en supposant qu'il y a dessous
une vie inconsciente. Alors effectivement, c'est une période de renouvellement extraordinaire de la psychologie, et mon Anna von Wallberg va se trouver à ce moment-là avec d'abord tous les préjugés de son milieu, puisqu'elle est dans un milieu aristocrate, assez antisémite. C'est pour ça qu'elle n'ira pas chez Freud lui-même. Parce que, comme lui dit sa tante Vivi, si on n'est pas juif, on ne va pas chez un médecin juif. Donc, mais comme cet homme, dit-elle, est très intelligent, comme souvent les juifs, il a prévu ça et il a formé des non-juifs. Donc, elle va aller chez le docteur Calgary. Et elle va voir ça avec les yeux d'une étrangère, quoi, de quelqu'un qui découvre la psychanalyse. C'est-à-dire qu'aller chez un homme qui, en plus, n'est pas désagréable à regarder, qui vous dit allongez-vous sur le divan et qui lui demande de lui raconter sa vie sexuelle ou ses fantasmes sexuels. Pour le moins incongru à l'époque. Voilà, pour elle, ce n'est pas une consultation, c'est un rendez-vous, quoi. Donc elle le prend très très mal. Et quand il lui dit qu'elle va faire un transfert sur lui, c'est-à-dire que forcément au bout d'un temps elle tombera amoureuse, elle le trouve quand même assez mufle. Donc c'était très amusant de montrer l'aspect exotique et tropical, même pour une Viennoise, d'une psychanalyse à Vienne à ses débuts. Et donc voilà, elle, comme vous l'avez dit au début, Stéphane, elle souffre et elle a honte de souffrir parce qu'elle a tout pour être heureuse. Elle a un mari qui est beau, qui est intelligent, qui est riche, etc., enfin, gentil, enfin, il est à peine réel. Et il est... Un couteau suisse, c'est ça? Elle l'appelle un couteau suisse. Elle dit, c'est pas un mari, c'est un couteau suisse. Et il a toutes les vertus, il est un peu ennuyeux comme la vertu d'ailleurs. Et elle fait tout pour être une femme parfaite. Elle s'applique, elle l'aime bien, elle l'aime autant qu'elle peut l'aimer quand on n'est pas amoureuse. Voilà. Elle l'aime de bonne volonté, elle l'aime de tout son être, elle l'aime de toute sa morale, elle veut son bien, enfin, elle est presque maternelle avec son jeune mari. Et elle s'applique, voilà, même la vie sexuelle, elle traverse sa nuit de noces comme une épreuve de gymnastique. Et au matin, elle n'est pas heureuse, elle est victorieuse, elle y est arrivée. Donc elle fait tout bien, elle essaye de tomber enceinte aussi, etc. Et malgré tout, elle se sent en imposture. Elle cherche les clés. Alors c'est étonnant, en 20 lignes, vous arrivez à décrire quasiment ce qu'est la psychanalyse, parce que la scène d'ouverture dans le cabinet est extraordinaire, puisqu'en fait elle arrive et elle dit donc « J'espère qu'avec vos émoluments, vous pourrez changer ces 2 horribles tapisseries dans votre salle d'attente. » Horrible en quoi, lui dit le psychiatre donc? La qualité de facture, mais surtout le motif. Je déteste cette histoire. Pourquoi? L'enlèvement des Sabines, un rapt obscène. Les hommes romains manquent de femmes et ont volé celles de leurs voisins les Sabins. Admirable exemple. Auriez-vous préféré qu'ils pratiquent l'inceste? Choqué par sa remarque, je passai outre et continuai. Et pire encore, le 2e tableau, le retour des Sabins. Ceux-ci, plusieurs années après, cherchent leurs femmes qui cette fois s'accrochent à leurs ravisseurs qu'elles ont fini par chérir. En quoi est-ce pire selon vous? Plus obtus, je n'avais jamais rencontré. En sus, il se penchait vers moi par-dessus mon bureau, les yeux écarquillés, comme s'il voulait vraiment comprendre. Quel âne! Je le remis poliment à sa place. Écoutez, je ne suis pas venu discuter tapisserie, je suis venu pour moi. Vous parlez de vous quand vous interprétez ces tableaux, Madame von Wallberg. Vous me racontez votre histoire, pas la leur. Ça, c'est beau. Elle découvre la psychanalyse en parlant des tableaux. Oui. Ouais, ça, c'est... Oui. Alors, les lettres, je voudrais qu'on en dise un mot parce que c'est une importance très grande dans votre œuvre. Ma vie avec Mozart, il faut s'en souvenir. Oscar et la Dame Rose, dès les variations énigmatiques, déjà, les lettres. Il paraît que vous avez été très marqué par les lettres de Cyrano à Roxane. Est-ce qu'il n'y aurait pas une explication de tout ça? Figurez-vous que je l'ai revu il y a 2 jours parce que ça se joue à Bruxelles en ce moment. C'est vrai? Oui. Et oui, vous vous souvenez de l'histoire de Cyrano? C'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à croire qu'on peut l'aimer à cause de son nez. Et qui n'a jamais été aimé par les femmes, ni même par sa mère. Et cet homme, tout d'un coup, ose et veut déclarer sa flamme à Roxane. Et en fait, Roxane est amoureuse de Christian parce que Christian est beau. Et Cyrano va devenir la voix de Christian. C'est-à-dire, comme Christian n'est pas intelligent, Cyrano va écrire les lettres d'amour à la place de Christian. Et au fond, ce qu'on va découvrir, c'est que Roxane, 20 ans après, quand Christian est mort à la guerre, très très vite, avant même que finalement leur amour soit consommé, elle est toujours amie avec Cyrano. Et 20 ans après, on découvre que Roxane ne se souvient plus des traits de Christian. Elle ne se souvient plus du tout de l'apparence qu'il avait. Mais par contre, elle connaît toutes ses lettres par cœur. Et elle dit, ce dont j'étais amoureux, c'était des lettres
de l'homme qui m'écrivait les lettres. Donc Cyrano se rend compte à l'article de la mort qu'il a été au fond aimé toute sa vie par Roxane, mais il n'a jamais eu le courage de revendiquer ces lettres et de dire voilà, ces lettres, elles sortent de ce nez. Donc, surtout que Roxane avait dit déjà dans le passé, mais je pourrais l'aimer même laid, avec des lettres pareilles. Alors, c'est pas, moi j'ai vu ça quand j'étais tout petit, ça a été mon amour du théâtre est né de ça. C'était Jean Marais qui jouait Cyrano au Théâtre des Célestins à Lyon. Et ça m'a bouleversé parce que d'abord, c'était pas du tout mes soucis, moi, d'enfant. Moi, j'étais très aimé et puis suffisamment prétentieux pour pas douter d'être aimé. Donc, j'avais aucun problème avec ça. Je pensais que j'étais très aimable. D'ailleurs, j'ai continué toute ma vie en pensant que j'étais très aimable. J'ai aucun problème là-dessus. Et quand les gens ne m'aiment pas, je me dis simplement, mais pourquoi? Voilà, tout en sachant que c'est possible. Hein. Bon, ça va. J'ai 51 ans, j'ai fini par comprendre. Mais voilà, donc ce n'était pas du tout mes problèmes de petit garçon, donc ça ne racontait pas mon histoire. Et justement, c'est ça qui me bouleversait. Je m'attendrissais sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Et c'est ça, la lecture ou le théâtre, c'est se prendre de passion pour des personnages qui ne sont pas nous, et tout d'un coup arriver à éprouver de l'empathie, de la compassion, de la pitié pour des êtres qui sont complètement différents, aux antipodes de nous. C'est une expérience humaniste. C'est vraiment l'humanisme en acte. Et voilà, mais ces larmes d'enfant que je poussais, c'était des larmes de philanthrope. C'était enfin des larmes qui n'étaient pas... Je ne pleurais pas sur moi, pour moi, je pleurais sur l'autre, sans aucun intérêt. Et donc, j'entrais dans une dimension comme ça supérieure de l'humanité. C'est ça que m'a apporté le théâtre et ensuite la lecture. En tout cas, la présence des lettres. Et alors, la lettre, on y arrive. Donc, la lettre dit la vérité. C'est rentré dans ma tête, cette idée que toujours une lettre dit la vérité. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de lettres dans tout ce que j'ai écrit. Et en plus, j'aime la lettre aussi pour une autre raison, c'est que quand une lettre est bien écrite, on entend le grain de la voix, on entend la respiration, on entend la vivacité ou la lenteur de la personne, on l'entend respirer. Le corps est là. Dans une lettre, le corps est là. Si vous écrivez bien une lettre, votre corps est là où vous faites paraître le corps de la personne qui écrit. Je pense que à certains moments, on voit comment Anna respire, comment elle est prise dans son corset, comment elle voudrait s'en échapper, et sa vivacité, ses langueurs, etc. Donc j'adore cette écriture-là parce qu'elle est très physique. Pour vous aussi. Et pour moi aussi. Et moi, ça me permet d'être totalement l'autre. Parce que c'est vrai que quand je décris l'autre en troisième personne, malgré tout, voilà, je suis un œil. Tandis que là, je ne suis pas un œil, je deviens la personne que j'écris. Donc j'adore ça. Alors autant les deux premières ne se sentent pas vraiment bien dans leur époque finalement, Anna et Anne. On peut le dire. Annie, elle est complètement dedans. Enfin, c'en est presque une caricature d'ailleurs, j'allais dire. Oui, mais elles sont toutes des produits de leur époque. Hein. Oui. Elles sont toutes des produits de leur époque. Et elles n'ont pas vraiment l'idée que ça pourrait être différent non plus. Mais Annie, la troisième héroïne, oui, Annie Lee, elle est vraiment un produit de l'époque puisque c'est une jeune star. C'est aujourd'hui à Hollywood. Elle a 20 ans et elle joue depuis l'âge de 5 ans et elle est une vedette depuis l'âge de 15 ans. Et donc, elle connaît la gloire, la gloire mondiale. Et cette gloire, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle ne s'appartient pas. Elle appartient aux autres. Son corps est envahi par les autres. Son corps est envahi par le désir des autres, le fantasme des cinéastes, les obsessions des photographes, les fantasmes des fans aussi. Elle est prisonnière du miroir, elle. Elle est complètement, oui, parce qu'elle vit dans le monde entier à travers les miroirs que sont les photographies ou les écrans de cinéma ou de télévision. C'est les nouveaux miroirs. Et en plus, elle ne se sent bien qu'une fois qu'elle est complètement maquillée. Il y a une scène où elle est devant sa glace, on travaille à lui faire un visage et elle a l'impression de ne prendre de la consistance qu'une fois qu'on lui a fabriqué, avec le maquillage, qu'on lui a fabriqué une femme en elle. Un peu comme les autres. Hein. C'est-à-dire que la gloire peut briser la construction même d'une personne. Ça dépend comment on l'aborde en même temps. On sait que la gloire brise quand elle arrive trop tôt. Et surtout quand elle arrive à des gens qui ne l'ont même pas désirée. C'est-à-dire, elle n'a même pas désiré être actrice, ni être célèbre. Ça lui est tombé dessus, puisqu'elle a commencé très très jeune. Tennessee Williams disait la catastrophe du succès. La catastrophe du succès qui peut briser les êtres. Alors elle, voilà, elle est envahie par les attentes des autres. Son corps est envahi par l'alcool, par la drogue,
par les amants de passage aussi, parce que elle, c'est tout à fait le contraire de la chasteté d'Anne de Bruges, puisqu'elle couche avec le premier venu. Avec le premier venu. Même, et si c'est le deuxième venu, elle s'en souvient même. C'est parce qu'elle ne se souvenait pas qu'elle avait déjà couché avec lui. Bref, elle a trouvé que la meilleure manière de se débarrasser des hommes, c'était de coucher avec eux. C'est une méthode que je connais à plusieurs femmes d'ailleurs. Elles n'arrivent à reprendre le pouvoir qu'une fois que ça y est, elles leur ont donné ça. Donc maintenant, elles peuvent reprendre leur dignité après. Et Annie est comme ça. Et donc, voilà, c'est un corps envahi et c'est une âme envahie par les autres et aussi aliénée au succès parce qu'elle est dans le succès, donc on lui demande que de faire des films à succès, pas forcément des films intéressants. On lui demande de tourner des blockbusters, les films que tout le monde ira voir, pour lesquels elle va être payée très cher, parce qu'il y a tout un staff, toute une équipe autour d'elle, d'agents de publicité, d'agents de presse, d'agents au sens des faiseurs de contrats, plus le monde d'Hollywood. Donc elle est prisonnière du succès, prisonnière de la gloire, elle ne fait absolument pas ce qu'elle veut. De toute façon, elle est tellement imbibée d'alcool et de drogue qu'elle ne sait même plus ce qu'elle veut. Et elle, son travail, ça va être un travail de libération. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est dans le troisième âge. Le troisième âge du livre, c'est-à-dire notre époque. Alors autant j'avais défini le premier comme l'âge religieux, le deuxième comme l'âge psychologique. Aujourd'hui, j'aurais envie de dire qu'on est dans un âge chimique. On est dans un âge chimique, c'est-à-dire que quand on a un état d'âme, un chagrin, une douleur, une tristesse, une angoisse, on va prendre une molécule. Soit on prend un médicament pour supprimer cette angoisse, cet état d'âme, soit on prend une drogue pour changer l'état d'âme. Mais en tout cas, on croit que tous nos sentiments ou nos affectations spirituelles sont simplement des échanges de molécules, un état de la matière. On est dans une époque matérialiste. Voilà. On est en plein matérialisme, avec très peu de considération pour la vie de l'esprit et la vie des sentiments. Tout le contraire de Anne de Bruges. Et alors forcément... comme chaque époque, cette clé de la chimie, c'est une clé qui marche, qui est efficiente pendant un temps, comme la clé de la religion a été efficiente pour un temps pour Anne de Bruges ou la clé de la psychologie pour Anna von Wallberg. Cette clé de la chimie, elle va fonctionner pendant un temps avec Émilie, mais elle va effectivement essayer de se sevrer de la drogue et de l'alcool, mais ça sera pour tomber dans une camisole chimique, c'est-à-dire... c'est d'autres médicaments qui vont succéder aux drogues. Et après, se sortir de la camisole chimique, ça va être une toute autre aventure. Alors, mon but, ce n'est pas du tout de dire, regardez, il y a une époque qui est mieux qu'une autre. Elles sont toutes formidables et catastrophiques. C'est-à-dire que toutes les époques offrent une possibilité de vivre, de se comprendre, et en même temps, toute époque détruit les êtres qui la composent, et toute époque... est insuffisante et que c'est peut-être justement par le jeu des miroirs entre différentes époques qu'on peut trouver sa consistance. Ce qui va arriver à la dernière héroïne, c'est la connaissance qu'elle va prendre des autres époques et des autres héroïnes va finir par enrichir tellement sa vie qu'elle va être capable d'échapper, elle, à ses propres déterminismes. Donc c'est quand même l'histoire d'une libération. Vous avez sans doute eu beaucoup de modèles d'inspiration pour Annie, j'imagine. Est-ce que vous avez beaucoup rencontré de gens allant dans le milieu du cinéma ou du théâtre qui finalement sont heureux quand ils ne sont plus eux-mêmes? Parce que c'est finalement ça, Annie. Oui, le propre d'un acteur, c'est de n'être heureux que quand il n'est pas lui. Ça m'a toujours frappé. Je connais beaucoup, depuis 20 ans, beaucoup d'acteurs... que ce soit des stars, des vedettes ou des valeurs. Et à chaque fois, j'ai noté une grande difficulté existentielle, une grande difficulté à vivre. Alors, parfois, c'est manifeste, puisqu'il y a l'alcool ou la drogue ou la dépression chronique. Parfois, c'est plus sous-jacent, c'est mieux contrôlé. Mais il y a toujours ce paradoxe de finalement de n'être heureux que quand on n'est pas soi, de n'être heureux que quand on incarne les autres. Quel étrange destin. En même temps, moi, en tant qu'écrivain, je peux le comprendre. Quand j'écris, je deviens les personnages qui m'occupent, qui m'habitent, et j'éprouve une grande jouissance. Mais vous en sortez à un moment donné. Mais voilà. Mais en même temps, j'en sors et je peux rejoindre ma vie avec bonheur.
Tandis qu'il y a souvent quelque chose... Parce que moi, je ne suis pas dépendant du désir des autres pour exister. Bien sûr, le succès dépend du désir des autres. Mais même si mes livres n'étaient pas lus, je les écrirais. Donc je n'ai pas besoin d'être engagé pour jouer un rôle ou d'être désiré par un cinéaste pour pouvoir exercer mon art. Donc c'est la grande différence. Je n'ai pas cette fragilité constitutive qui est le désir de l'autre, ne pas pouvoir exister sans le désir de l'autre. Et acteurs et actrices sont condamnés à ça. Donc ça leur donne une grande, grande fragilité vitale, existentielle. Et puis j'ai vu des stars avoir fait le don. Enfin, souvent, moi, je dis, je ne vais pas donner des noms, mais enfin, c'est facile, vous n'avez qu'à regarder sur Internet qui m'a joué dans les stars françaises. J'en ai vu qui ont fait le don de leur personne à la gloire qu'ils ont. C'est-à-dire que je connais des grandes stars, si on leur téléphone pour leur dire on mange un bout ce soir, ils crèvent de solitude dans leur appartement, ils s'emmerdent comme des rats morts, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sont libres, ils vous donnent rendez-vous 2 mois plus tard. Donc voilà, c'est ça, ils ont fait le sacrifice de leur vie privée au statut de star. Et ils en souffrent et ils en jouissent. Forcément, il y a de la jouissance, parce qu'autrement, mais ils en souffrent aussi. Puis on voit aussi que la gloire et l'exigence dans ce métier-là, enfin on le voit à la fin du livre pour Henny, c'est pas facile à concilier et ça comporte aussi des risques. C'est facile d'aller dans la facilité. C'est fragile, la célébrité, c'est fragile. Elle fait partie des 10 actrices à qui on propose les rôles. À partir du moment où elle va faire des choix qui seront dictés plutôt par ses propres goûts, c'est-à-dire elle a envie de jouer tel rôle, tel personnage, et non pas les 10 films bankable qui vont se faire dans l'année, elle va perdre son statut, c'est clair, il faut qu'elle abandonne quelque chose. Il faut choisir, c'est renoncer. Donc, si elle veut mener sa propre vie et non pas simplement la vie d'une star à Hollywood qui va tourner des blockbusters et des histoires stupides avec de la pyrotechnie autour, eh bien, il faut qu'elle fasse ses choix et donc qu'elle renonce, bien sûr. Est-ce que vous pensiez être capable d'écrire dans le langage d'Henny? Parce que les premières lignes d'Henny, on se dit, mais alors comment il a fait, Eric Messerschmitt? C'est pas du tout son style. Non, absolument pas. C'est pas son vocabulaire. Non, oui, sa première phrase, c'est qui c'est cette pute ou je sais plus quoi. Ouais. Oui, non, c'est pas du tout mon style. Ouais. Vous êtes fait violence un peu? Oui, non, j'ai souffert avec elle. Ah oui. Oui, c'est vraiment. Parce que vous êtes il y a un relâchement dans le langage et puis un champ sémantique qui sont pas du tout. Ce que j'aime, mais bon, il faut de temps en temps, faut obéir au personnage. Oui. Parce que vous êtes passé d'Anne de Bruges à Anna dans la Vienne impériale, à Annie à Hollywood. Vous avez écrit en plus dans cet endroit-là? Oui, toujours. J'ai écrit le livre dans l'ordre où vous le lisez. Je n'ai pas fait comme on aurait fait au cinéma. Au cinéma, c'est la logique des lieux qui auraient commandé le tournage. On aurait tourné tout Vienne, puis on aurait tourné tout Bruges, et puis tout Los Angeles. Et après, le monteur aurait assemblé tout ça. C'est toujours comme ça au cinéma. Certains écrivains font comme ça, je le vois très bien quand je lis leurs livres. Quand c'est des livres où il y a plusieurs histoires ou plusieurs voix, ils écrivent toute une voix, puis après toute une autre, puis après toute une autre, et après ils montent. Ils éditent, comme c'est monté au sens anglais. Non, moi je me suis dit qu'il fallait écrire le livre dans l'ordre. Moi, ça m'a pris plus de temps, bien sûr. Vous le lisez parce que votre cerveau enregistre une information sur une femme et forcément il la répercute ou il la reflète sur la femme suivante. Et donc, étant très attentif à cette logique du cerveau et à la logique de la mémoire et de l'emmagasinement des sensations, il fallait que moi, je joue aussi le même jeu pour pouvoir faire des effets de reflets minimaux, comme ça, et fins d'une écriture à l'autre. Donc il fallait vous réadapter à chaque fois que vous changez de personnage. Donc à chaque fois, il fallait que je retrouve la langue du personnage précédent. Mais en même temps, j'étais impatient, parce que c'est vrai que quand je lâche, par exemple, Anne de Bruges en face d'un loup, ça m'embête un peu de devoir écrire l'histoire de Anna et puis l'histoire d'Annie avant de savoir ce qui se passe avec le loup. Mais bon, en même temps, je le fais, et puis alors, je la retrouve avec passion en disant, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui va se passer après, justement? Oui. Vaguement. Enfin, c'est dans votre tête, de toute façon, le livre est dans la tête. Moi, je sais comment le livre commence, comment le livre finit, et une partie des rendez-vous que j'ai. Des rendez-vous d'émotion, des rendez-vous de réflexion, et puis des connexions comme ça, architecturales entre les éléments. Après, le reste, je ne sais pas forcément. Et je me laisse guider. Et puis, j'aime bien être surpris. Ce qui me surprend le plus, c'est toujours les personnages secondaires qui prennent de la place. Ah oui, il y a des personnages qui arrivent et ils peuvent être tellement savoureux, tellement juteux que par exemple, là, dans l'histoire de la contemporaine, il y a une vieille actrice, Tabata Kerr,
Au début, je pensais que c'était une silhouette. Et puis, elle a pris une place incroyable, parce que de toute façon, Tabata Kerr prend toujours de la place. C'est une actrice qu'on appelle Sac Vuitton, parce qu'elle a fait tellement d'opérations, elle est tellement couturée qu'on l'a surnommée Sac Vuitton. Et elle fait un vrai spectacle de sa laideur, un vrai spectacle de ses ratages. C'est-à-dire qu'elle assume totalement le fait d'être totalement rapiécée comme ça. C'est même elle qui est à l'origine de son surnom, on va le découvrir, parce qu'elle dit comme ça, quand on voudra une vieille peau, on pensera à moi. Voilà, ce personnage a pris beaucoup de place parce qu'il était presque un exemple de liberté pour Annie. C'est-à-dire tout d'un coup, bon, c'est une femme différente des autres qui a réussi, qui est drôle, qui est péremptoire, qui a toujours des phrases très caustiques surtout, qui a un humour formidable, qui va, elle, au contraire d'Elizabeth Taylor, se faire enterrer une demi-heure avant. Vous savez, Elizabeth Taylor est arrivée une demi-heure après son enterrement, parce que toute sa vie, elle est arrivée en retard sur les plateaux, mais c'était plus qu'une demi-heure. Hein. Et alors Tabata Kerr, comme elle était un second rôle et qu'elle a toujours eu peur de se faire vider, elle arrivait toujours une demi-heure avant sur les plateaux. Donc même le jour de son enterrement, elle se fait enterrer une demi-heure avant. Elle a pensé à tout. Elle a construit sa vie comme une légende. Et en fait, c'est vrai, elle a fait l'abandon de son identité pour la gloire. Ce que va découvrir Annie. Ah voilà, les personnages secondaires, ils prennent beaucoup de place. Donc vous connaissez les grandes étapes du livre. Est-ce que vous ouvrez énormément de pistes différentes dans le livre? Est-ce que vous-même, vous savez toutes les pistes que vous avez ouvertes, ou dans votre dialogue avec les lecteurs, vous vous rendez compte finalement qu'on a des lectures multiples, quoi? Non, c'est souvent après que que je comprends tout ce qui s'est passé. C'est ça qui est très très rassurant dans l'acte d'écriture, c'est que au moment où on écrit, on n'est pas très intelligent, ou alors on l'est extrêmement, mais je veux dire, mais c'est sans le savoir. C'est-à-dire que ça s'impose. Il y a une partie de l'esprit qui dicte ce qui doit être écrit, et cette partie, ça vient de quelque chose qui n'est ni la volonté, parce que ça c'est une chose qu'on contrôle, ni la vraie conscience. Ça vient de plus loin d'ailleurs, et ça doit être comme ça. Et c'est souvent après que je comprends une partie des tenants et des aboutissants. Et c'est souvent les premiers lecteurs qui me font carrément saisir exactement ce dont il s'agissait. Mais il faut être intelligent ou sensible quand on écrit? Quand on écrit, il faut être sensible, il faut être une oreille, il faut ne pas avoir bon goût, il faut avoir aucun sens critique. Moi, quand j'écris, je tue mon sens critique et je laisse venir tout ce qui vient. Je suis sans censure, sans inhibition. J'ai mauvais goût, je me répète, je reviens sur le truc. Et puis après, une fois que ça c'est fait, et c'est 80% de l'acte créateur, une fois que ça c'est fait, alors là, on réveille l'instance critique et on commence à travailler. Mais l'acte de créateur n'est pas un acte de travail. Ce n'est pas un acte où les catégories critiques doivent marcher. L'esprit critique, on doit le faire marcher avant d'écrire pour se constituer une esthétique, savoir ce qu'on veut faire, etc., avoir l'idée de ce qu'on écrit, autrement on va être coincé. Et puis il faut l'exercer après, une fois que le gros du texte est écrit. Et là, il faut travailler. Alors moi, le moment où je relis mes textes, et je passe beaucoup de temps à relire, la moindre page est relue 80 fois, travailler, etc. 80 fois chaque page? Ah oui, je suis un maniaque. Et vous êtes meilleur correcteur aujourd'hui qu'hier? Oui, je ne suis pas meilleur écrivain, je suis meilleur correcteur. Et parfois, quand je relis certaines pages que j'écris plus jeune, je me dis merde. À l'époque, j'y arrivais sans me corriger autant. Et puis après, heureusement, je lis 2-3 pages très relâchées. Je me dis ah non, je me corrigeais. Il aurait fallu que je me corrige. Non, on devient juste meilleur correcteur avec le temps. Ouais. Oui, parce que on connaît beaucoup plus de pièges. On connaît ses propres défauts. Moi, je sais les mots que je vais employer trop souvent, donc je les guette. Je les repère, même je les évite. Maintenant, dès l'acte d'écriture, etc. Oui. Mais on va passer. Moi, je peux passer 1 heure à déplacer une virgule. Il n'y a que moi qui l'aurais vu qu'elle a été déplacée. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas le même livre avec la virgule là plutôt que là. Et c'est terrible parce que personne ne s'en rend compte. Mais ma secrétaire, elle est désespérée pendant les périodes d'écriture. Elle est désespérée parce que j'arrive en fin de journée en disant « Oh, j'ai bien travaillé aujourd'hui » et elle regarde, j'ai corrigé 4 trucs. Mais ça me semblait essentiel. Une correction faite est toujours définitive, vous pouvez revenir. Vous savez déjà ce que vous avez corrigé avant? C'est-à-dire quand vous êtes à la 80e fois, vous savez ce que vous avez fait la 15e ou 16e? Oui, parce que parfois on corrige trop.
on corrige trop. Il ne faut pas non plus que ça devienne académique, que ça devienne parfait. Il faut que la vie reste. C'est ça, il faut quand même maintenir c'est compliqué. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye. Visiblement, oui. Alors, je reviens aux femmes, parce qu'il faut quand même qu'on parle des femmes. On en a déjà parlé, mais plus précisément. Qu'est-ce que d'abord Henny dit des femmes d'aujourd'hui et de l'image qu'on leur donne, selon vous? Aujourd'hui, le discours dominant, c'est de dire que c'est vrai qu'on a arrangé les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire qu'il y a une égalité de droit, en tout cas en Occident, entre les hommes et les femmes. Alors bien sûr, on sait très bien que dans les faits, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a quand même, dans certaines entreprises, à salaire égal, des femmes sont payées 23% en moins, c'est le chiffre, que les hommes. Mais il y a une égalité juridique, il y a une égalité civique, etc. On voit très bien au Moyen-Orient que ce n'est pas le cas et dans d'autres parties du globe. Mais ce n'est pas pour autant que la femme ne subit plus une pression, à mon avis, qui est bien supérieure à celle de l'homme. Car la pression pèse sur le corps de la femme. D'abord parce que la nature l'a plus gâtée que nous. La nature a été généreuse, elle a offert, entre autres, cette possibilité de faire des enfants. La maternité, c'est quelque chose de concret dans la chair pour une femme, alors que chez l'homme, c'est une chose plus abstraite. Mais si la nature a été généreuse, la société continue à être avare avec les femmes, ou en tout cas à conditionner extraordinairement, pour moi, la vie des femmes, puisqu'il y a des injonctions qui pèsent sur son corps perpétuellement. Je veux dire, ouvrir un magazine pour une femme, enfin, moi, je suis très heureux de ne pas être une femme. Ouvrir un magazine, de toute façon, il commence à nous emmerder, nous aussi les hommes d'ailleurs, mais ouvrir un magazine, c'est recevoir quand même une rafale de mitraillettes dans la tronche quand on est une femme. C'est-à-dire, on vous explique comment vous devez être, comment vous devez vous habiller, quel physique vous devez avoir. Elles ont 15 ans, les photos sont retouchées, mais aucune femme ne ressemble à ça. Ça crée de la frustration. Tout le commerce crée le malheur des femmes, ça ne crée pas le bonheur des femmes. On est vraiment dans cette société de surconsommation qui pèse particulièrement sur la femme, puisque la femme est consommatrice. Donc je trouve que c'est une époque... moi, je vois les adolescentes que j'ai autour de moi, le rapport à leur corps est très très difficile à cause de tout ce qui vient de la société, du commerce, de la publicité, des images, etc. etc. Donc je trouve qu'il y a une libération juridique, mais c'est encore pire à cause du règne de l'argent et du commerce, c'est encore pire dans le vécu intime du corps, pour moi. Et votre définition du féminisme, à vous, c'est quoi aujourd'hui? Moi, j'ai aucun problème à dire que je suis féministe, parce que féministe, ce n'est pas une position de femme, c'est une position de philosophe. Je ne veux pas dire que les femmes ne sont pas philosophes, attention. Hein. Être féministe, c'est quoi? C'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité juridique, l'égalité de droit. Alors, être féministe, c'est une position philosophique. Moi, j'ai toujours été féministe, philosophiquement, et en plus, je dirais, par empathie, par sympathie. Je suis toujours très très choqué quand une femme, le nombre de fois où j'ai entendu ça dans des débats, dire une femme, je suis féministe parce que je suis femme. Alors là, je suis désolé, c'est un non-sens. On est féministe, c'est une position philosophique et citoyenne. Donc voilà. Et en plus, on dit ça, quand on dit ça, je suis féministe parce que femme, on exclut les hommes du combat du féminisme. Et c'est vrai que le féminisme est un combat qui manque d'hommes. Or, voilà, être féministe, c'est juste une position sur philosophique et citoyenne. Donc je suis féministe, bien évidemment. Et alors le féminisme, c'est pas du tout ce qu'on a vu, par exemple... C'est ce que j'allais vous dire, pour une récente affaire. Dans des récentes affaires. Ouais. L'affaire Dominique Strauss-Kahn, où tout d'un coup, on voit sur les marches du palais de justice des féministes américaines avec des banderoles qui disent « Shame on you » pour Strauss-Kahn et Nafisa Diallo, « On t'aime » ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas du féminisme. Être féministe, c'est pas savoir à l'avance que dans un conflit homme-femme, c'est la femme qui a raison. Ou alors si c'est ça le féminisme, alors le machisme est l'équivalent du féminisme, parce qu'on a aussi entendu ça pendant l'affaire Dominique Strauss-Kahn, des hommes qui disaient « Oh bah non, c'est normal qu'il fasse ça, elle l'a provoqué, etc. etc. » Il y avait une affaire beaucoup plus sérieuse, c'était qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon, personne ne le sait, sauf deux personnes. Et encore, d'ailleurs. Et encore. Parce que maintenant, ils en sont à ce qui se raconte.
eux-mêmes. Non, vraiment, je pense que ça y est, la vérité a disparu. Donc voilà, être féministe, c'est pas posséder la vérité quoi qu'il arrive, quels que soient les faits, parce qu'à ce moment-là, le féminisme est l'équivalent du machisme. Être féministe, c'est une position, voilà, philosophique et citoyenne. Alors vous évoquez l'extase d'une femme avec la nature dans le livre, plusieurs extases de femmes, l'extase de femmes avec les corps, avec leur corps, avec les corps des autres. Comment on parle de l'extase d'une femme lorsqu'on est un homme ? Je ne sais pas. C'est un exercice incroyable quand même. C'est assez troublant comme exercice pour un mais écrivain. Visiblement, ça marche. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que et femmes et hommes me disent « Mais comment faites-vous » Ça veut dire que j'ai dû y arriver, mais je ne sais pas comment j'ai fait, docteur. Mais c'est troublant. Mais pour moi aussi. Ouais. Mais pour moi aussi, c'est très troublant. Ce qui m'a le plus troublé, c'est que je n'ai jamais eu autant un corps dans un livre que dans ce livre. Généralement, mes héros sont très très peu physiques, incarnés. Et là, en devenant des femmes, 3 femmes, j'ai jamais autant parlé le langage du corps. Donc ça m'a apporté à moi aussi quelque chose. Bon là, ça relève de la psychanalyse. Hein. Mais ça enrichit votre écriture, vous pensez ? Ah oui, complètement, bien sûr. Ah ouais. Ça enrichit mon écriture. Oui, oui, parce que... Mais pour parler un peu bêtement... peut-être que ça a libéré le féminin en moi. Même si d'abord j'assumais beaucoup de choses féminines déjà, parce que je trouve ça un peu crétin, féminin, masculin. Mais on a tous du féminin et du masculin en soi. Alors attends, après, d'où ça vient ? C'est-à-dire, quelle est l'origine du féminin et du masculin ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est culturel ? Ça, c'est une autre question. Mais quelle que soit la réponse qu'on donne à cette question sur l'origine du féminin et du masculin, on a les deux en soi, le féminin et le masculin. Et c'est vrai que la société nous pousse à n'éclairer qu'une face, de demander à la femme plutôt de montrer le féminin et à l'homme de montrer le masculin, sous peine de risques, de confrontation, de ridicule, etc., etc. Alors c'est vrai que l'espace de la littérature, c'est un espace de libération merveilleux pour ça. C'est-à-dire que ça permet à la lectrice de devenir homme, ça permet au lecteur de devenir femme, ça permet à l'écrivain de devenir femme aussi, ou à la romancière de devenir homme. Donc c'est un espace comme ça où on va pouvoir vivre son féminin et son masculin dans l'imaginaire. C'est un espace essentiel puisque ça nous permet d'explorer tout d'un coup comme la complexité du monde et de nous-mêmes en osant par l'imaginaire faire ce qu'on ne pourrait pas faire dans la vie courante. Mais vous êtes senti à un moment donné autorisé à parler au féminin, si je puis dire ? Oui. Parce qu'au départ, vous étiez quand même... C'était beaucoup d'héros masculins. C'est les femmes qui m'ont autorisé, exactement. Ah oui ? Sans l'autorisation des femmes, j'aurais jamais... Oui, parce que c'est vrai que dans tous mes premiers livres, mes héros étaient masculins. Ouais. Toujours. Parce que je n'osais pas prendre un héros, une héroïne féminine. Je me disais, je ne suis pas légitime. Alors donc ces hommes portaient mes soucis, mes interrogations... mes angoisses, etc., etc. Et puis, à cause du théâtre, j'ai été obligé d'écrire des rôles de femmes. Et à chaque fois que j'écrivais des rôles de femmes, les actrices d'abord et ensuite les spectatrices me disaient « C'est incroyable, comment vous faites pour connaître aussi bien les femmes ?» Alors, je n'ai toujours pas la réponse, si ce n'est qu'il y a quand même 51 ans d'observation. Mais elles m'ont autorisé. Et chaque fois, les femmes m'ont dit mais continuez, mais allez. Et donc, c'est vrai qu'à travers les années, j'ai osé prendre l'identité des femmes dans des histoires, dans Odette Tout le monde et autres histoires, La rêveuse d'Ostende, etc. Et à chaque fois, ça m'enrichissait, parce qu'effectivement, j'explorais l'autre continent. Et je voyais la réalité à travers les regards de l'autre continent. Et donc, pour moi, c'était passionnant. Mais pour un homme, c'est passionnant de regarder les choses du point de vue d'une femme. Vous êtes mis dans la peau d'une femme, mais en même temps, vous ne les avez pas fait pleurer, ces femmes, d'ailleurs. Ah non, ça ces non. 3 femmes. Mais moi, j'ai pas Oui, elles sont fortes, toujours. Ah, d'accord. Ouais. Pour moi, la femme, c'est lié à la force. Oui. Pour moi, les femmes se plient, mais elles ne rompent pas. Donc, je suis assez fasciné par ça. Non, mais... En même temps, dans les 3 histoires, il y a toujours un homme qui vient les aider. Mais bon, ça ne marche nous, jamais très longtemps. Nous, on aime bien faire jouer les héros. Ouais. Et c'est vrai que tous les 3 hommes qui arrivent, c'est les sauveurs. Elles, en plus, comme elles n'ont pas eu de père, elles sont prêtes à donner aussi ce rôle du référent sauveur.
à l'homme. Et après, ils font le poids que le temps où ils ont quelque chose à leur apporter, et puis après, ils cessent de faire le poids. Oui, oui. Donc, au début, on peut se dire, tiens, le bouquin est macho, parce que les mecs ont l'air d'être vraiment ceux qui viennent sauver les femmes. Et puis, très vite, on se rend compte qu'ils ne sont qu'eux-mêmes. Il y en a un qui va résister, celui Ethan. Akali. Mais parce qu'au fond, c'est une femme qui va le prendre en main. 3 hommes n'auraient pas pu autant vous inspirer dans 3 histoires comme ça, non ? Ils ne m'auraient pas inspiré ça, en tout cas. Ouais. Ils ne m'auraient pas inspiré ça. Elles vous hantent encore, ces 3 femmes-là, non ? Oui. Surtout Anne de Bruges, la toute première. Oui, parce que je pense qu'elle n'a pas fini de revenir sous une forme ou sous une autre dans mes livres. Oui, j'aime beaucoup ce... Elle est proche de Jeanne d'Arc, en fait. Oui, exactement. D'ailleurs, vous parlez de la mort aussi dans ce roman. On ne l'a pas dit parce qu'il ne faut pas trop en révéler, mais bon. Oui, et je ne me suis même pas rendu compte. C'est vrai que c'est quand j'ai rendu le livre, le directeur des éditions Albin Michel, Francis Esménard, m'a appelé pour m'en parler. Et puis il me dit, et puis maintenant je sais enfin ce que vous pensez de la mort. Et là j'ai réfléchi qu'effectivement, à une de mes héroïnes qui marche vers sa mort, j'ai donné cette vision libérée. C'est des pages splendides. Oui, complètement libérée et sereine de l'approche de la mort. En fait, il fallait qu'il y ait un personnage qui me permette de le dire. Si je n'avais pas eu un masque, je ne l'aurais pas dit. Donc je ne vous répéterai pas ce qu'elle pense, parce que c'est des choses que j'ai du mal à assumer sans masque. Mais à travers elle, j'ai pu le dire. Oui. Pourtant, vous en êtes plus proche d'Anna, bizarrement. Mais c'est Anne qui oui, reste. Non, mais, étonnant. Non, mais bien sûr. Moi, je suis plus. Mais attends, se sentir proche et admirer, c'est autre chose. Ouais. Si je me sentais proche de quelqu'un que j'admire, c'est un peu prétentieux quand même. Alors, j'y reviens un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que vous sentez mieux, alors ça c'est l'homme de théâtre sans doute, à faire parler vos personnages plutôt qu'être le narrateur. Est-ce que ça veut dire que dans ces moments-là, quand vous êtes quand vous n'êtes pas le narrateur, vous connaissez plus les limites dans ces cas-là Ça, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a différentes façons de ne pas être le narrateur. Même quand on est en point de vue il y a plusieurs degrés d'intervention. On pénètre plus ou moins à l'intérieur des personnages. Enfin, il y a toute une série de paliers. La difficulté, c'est toujours trouver le juste palier. Et surtout, ne pas... Ce que j'aime bien, c'est que... Je pense que quand on écrit en première personne, comme Anna qui écrit ses lettres, elle se dit... mais elle est incapable de tout dire d'elle-même, puisqu'elle ne sait pas. Et même quand je suis en troisième personne, je ne veux pas tout dire de la personne dont je parle, parce qu'il y a des zones qui doivent nous échapper. Donc l'écriture n'est jamais introspective véritablement. Elle reste toujours... elle vise à plus laisser apparaître le mystère qu'à le supprimer. Et ça, j'ai toujours écrit comme ça. Quand j'ai écrit l'Évangile selon Pilate, c'était pour rendre le mystère palpable, c'était pas pour le supprimer, surtout pas. Et donc, même dans mes rapports avec mes personnages, je ne veux pas supprimer le mystère d'une vie, la tension d'une vie, le fait qu'il y a quelque chose d'impalpable. Ce qui fait la beauté du mystère, c'est pas la vérité qu'il contient, c'est le secret qu'il cache. Donc je préfère qu'il y ait toujours des secrets. Est-ce que le cinéma a changé votre façon d'écrire depuis qu'il est entré dans votre vie ? Oui. Oui, ce roman est écrit par un romancier qui a déjà fait 2 films, c'est clair. Oui. J'ai beaucoup plus le sens du réel. Je viens du théâtre. Vous savez, le théâtre, le réel n'existe pas. Un théâtre, c'est des personnages. Si les personnages sont vrais, si le dialogue est juste, il ne peut ne pas y avoir de décor, vous y croyez. Si les 2 acteurs sont bons, vous y croyez. Il n'y a pas besoin de convoquer la réalité au théâtre. C'est pour ça que le théâtre existe depuis toujours. Je veux dire, 2 planches, un fond noir, et hop, vous croyez à tout. Vous êtes à Alexandrie, vous voyez Bérénice et Titus, vous êtes sur les remparts d'Elseneur avec Hamlet, ça marche. D'ailleurs, si au théâtre je vous tire dessus comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir un revolver. Si c'est bien joué, on va croire que j'ai un revolver et vous allez tomber. Il n'y a aucun problème. Voilà. Le cinéma n'est pas un art aussi imaginatif que le théâtre. C'est un art d'ailleurs qui supprime l'imagination, puisqu'il la remplit. Le cinéaste remplit l'imagination du spectateur à la place du spectateur, ce que ne fait pas le théâtre.
Et donc le cinéma est rentré dans ma vie, donc effectivement le réel est rentré dans ma vie aussi. C'est-à-dire du coup il y a plus de réel. D'ailleurs, il y a quelques lignes sur le cinéma, vous dites « Le cinéma, ça remplace les religions. Le cinéma, ça met de l'ordre dans le chaos, ça introduit de la raison dans l'absurde. Les meilleures entrées se font toujours le dimanche. » C'est vrai. Ben oui, le cinéma nous raconte des histoires qui ont un début, un milieu et une fin. C'est extraordinaire. Dans la vie, jamais les histoires ont un début, un milieu et une fin. Il y a une théologie implicite sous le cinéma. Vous n'écrirez jamais de biographie, en revanche, parce que vous dites chacun sait qu'une biographie, c'est une autobiographie sincère. En croyant parler d'un autre, on parle sans phare de soi. Donc vous n'irez jamais sur ce terrain-là. Non, 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 mais la seule fois où j'ai écrit un texte légèrement autobiographique, c'était ma thèse de doctorat, c'était sur Diderot. Ça s'appelle Diderot et la métaphysique, et qui a été publié après par Albin Michel. Et je me rends compte que je parlais autant de Diderot que de moi. C'est comme si je faisais un programme de ce que je voulais écrire dans ma vie, et que je le projetais à travers Diderot. Donc je me suis... Alors en même temps, c'est un bon livre sur Diderot, je vous le conseille. Mais très belle pièce aussi. Mais en fait, on ne peut pas s'empêcher de faire des projections. On rentre dans un mort comme dans un moulin, mais ce qu'on y apporte, c'est surtout soi. Et vous la portiez depuis longtemps, d'ailleurs, cette histoire de ces trois femmes. Est-ce que vous auriez pu l'écrire sans l'expérience qui est la vôtre aujourd'hui ? De par l'expérience cinématographique déjà, mais peut-être... Oui, en fait, j'ai cette idée en tête depuis 14 ans, mais pendant 14 ans, j'ai été empêché par un détail, et c'est uniquement quand j'ai compris ce détail que j'ai écrit le livre. C'est-à-dire qu'au début, l'histoire devait être simplement l'histoire de deux héroïnes, celle de la Renaissance et celle d'aujourd'hui. Et donc je montrais deux héroïnes et deux siècles, le siècle religieux et le siècle matérialiste. Et j'étais arrêté dans mon écriture parce que je me disais, même si mon texte n'est pas manichéen, on pourra en faire une lecture manichéenne, en disant que je préfère tel siècle, que j'oppose telle façon d'interpréter la réalité spirituelle comme plus intéressante que la matérialiste, ou la matérialiste comme plus intéressante que l'époque spirituelle, etc. Et je me suis dit, c'était pas ça du tout mon propos. Et je me suis dit que... Voilà. Et j'ai mis très longtemps à trouver la solution, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'elle soit deux, il fallait qu'elle soit trois. À partir du moment où j'ai mis trois époques, là, il n'y avait plus de lecture manichéenne de mon texte. Et surtout, j'enrichissais mon propos avec l'âge religieux, l'âge psychologique et l'âge chimique ou matérialiste. Et à ce moment-là, c'est au lecteur de faire sa propre réflexion. Il a fallu 14 ans pour ça. Vous savez, les bonnes idées, ça prend parfois... Les idées simples, on met parfois du temps à les avoir. Oui, maintenant, c'est tout simple. Mais pendant moi, 14 ans, je me disais... On va dire que je suis manichéen. C'était... Voilà. Parce que vous écrivez, je me souviens quand vous étiez venu là pour La part de l'autre, vous disiez que vous écrivez quand le livre est prêt dans votre tête. Oui, bien sûr. Il n'y a plus d'hésitation. Comme disait Racine, ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire. Mais voilà. Mais ça vient peut-être de la formation philosophique aussi. Et vous écrivez quelques semaines par an, hein, mais je crois que cette année, vous avez beaucoup écrit en revanche. Vous avez écrit ce livre-là, il y en a un autre aussi déjà qui est prêt. Oui, et puis plein de nouvelles, et puis j'ai écrit 2 pièces, oh là là, oui. Ouais. C'est-à-dire que je devais faire un film cette année, et puis qui devait se tourner au Japon, et comme vous avez su ce qui s'est passé au Japon, tout a été supprimé, j'ai pas pu tourner ce film, ce qui n'est pas grave par rapport à ce qui arrive malheureusement aux Japonais. Mais du coup, mon temps m'a été restitué, donc je me suis jeté sur l'écriture, en me disant que là, je n'ai pas besoin d'un producteur, je ne suis pas à la merci d'un tsunami, d'une catastrophe atomique et d'une crise économique, qu'un stylo et un bout de papier, ça me suffisait pour exercer mon art. Et je me suis dit que j'avais beaucoup de chance d'être écrivain. Lorsque vous écrivez, c'est vrai que vous faites semblant de vivre à côté ? Oui, si mon personnage boite, je boite. C'est terrible. Je laisse rentrer le personnage dans tous les lieux de mon âme et de mon corps où il peut rentrer. Donc, pour votre entourage, c'est pas invivable, pardonnez-moi, mais pas loin quand même. Parce que oui, quand j'écrivais sur Hitler, c'était terrible, parce que je... Non, j'ai rien fait, hein, mais... Ah non, c'était terrible. Surtout, je me souviens à un moment, je décrivais la guerre de 14-18 pour le vrai Hitler et puis pour le faux, le virtuel. Et donc, c'est une guerre qui se passe entièrement dans les tranchées. Et donc, c'est une guerre du son. Le danger, la mort, c'est d'abord un bruit. C'est un sifflement, c'est le bruit d'un obus qui arrive, c'est une rafale de mitraille, c'est une charge de l'ennemi.
Et donc, je décrivais comme ça la guerre uniquement par les bruits pendant des pages et des pages. Et je me souviens, j'étais sorti dans la rue avec mes neveux, qui avaient 10 et 11 ans. On marchait, et puis tout d'un coup, j'entends un bruit et je leur crie « Couchez-vous !» Et je me jette sur le bas-côté, vraiment. Parce que j'avais entendu un shrapnel. Et en fait, c'était un cycliste qui freinait. Donc c'est là que j'ai vu que j'étais vraiment atteint, quoi. Mais ils ont fait mieux encore. Alors moi, j'écrivais ce roman. Évidemment, j'avais squatté une pièce de la maison et je la fermais à clé le matin et le soir parce que je voulais absolument qu'il y avait des enfants dans la maison. Je voulais absolument pas qu'ils voient cette bibliothèque consacrée à Hitler. Alors c'était pas une bibliothèque hitlérophile. C'était une bibliothèque de spécialistes d'Hitler, d'historiens, etc. Mais enfin, il y avait beaucoup de croix gammées sur les couvertures, donc je ne voulais absolument pas que les enfants pénètrent dans cette bibliothèque. Et en même temps, ils savaient que j'écrivais un livre sur Hitler. Et puis un soir, je descends pour manger, et puis ils me regardent, et puis ils me disent « Tu l'as tué ». Je dis « Quoi ?» Il me dit « Tu l'as tué ». Et effectivement, l'après-midi, j'avais enfin tué Hitler, puisque j'avais raconté comment il s'était tiré une balle dans la tête dans son bunker. C'est quand même le paradoxe, c'est que jamais personne n'est arrivé à l'achever. Il a fallu que ce soit lui qui se tire dessus, malgré tous les attentats qu'il y a eu, etc. Bref. Et alors, je leur dis, mais enfin, pourquoi ? Comment vous en êtes rendu compte ? Et il me dit, c'est la première fois depuis 6 mois que tu souris. Alors, j'ai vraiment rétrospectivement eu honte. La honte rétrospective, c'est la plus agréable, mais c'était terrible. Voilà, effectivement, j'avais laissé le personnage me gangréner, j'étais devenu taiseux. En plus, je décrivais sa déchéance physique à la fin, donc j'étais mal dans mon corps, etc. Je me laissais aller. Non, c'est des cohabitations terribles, terribles. Mais parfois c'est amusant. J'avais écrit dans un recueil de nouvelles, Concerto à la mémoire d'un ange. Il y avait une histoire sur une empoisonneuse, une veuve noire qui tue tous ses maris. Alors là, quand je faisais un plat de champignons à la cuisine, je peux vous dire que voilà, là je m'amusais. Voilà. Mais c'est vrai qu'après Hitler, j'avais décidé d'écrire un livre sur un personnage qui avait défrayé la chronique, qui était un tueur de vieilles dames. Et parce que ça m'avait intéressé, j'avais rencontré son avocat, ils avaient rencontré aussi des parents de victimes, etc. Mais en ayant passé 1 an avec Hitler, je n'avais pas envie de passer une nouvelle année avec un serial killer. Il faut quand même choisir sa fréquentation. Bien, avez-vous des questions pour Eric Emmanuel Schmitt ? Des micros qui vont circuler. Si vous avez lu le livre, c'est intéressant que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. On va passer à la deuxième tout de suite. C'est difficile. Sinon, j'ai encore 2 questions. Pas de questions ? Non ? Vous avez dû être très complet. Bon, il est 8h15. Bon. Pas de questions. Très bien. 2 questions alors pour terminer, si vous voulez bien. Je pense que vous allez discuter après pendant la séance de dédicace avec le public. 2 questions pour terminer. On a beaucoup parlé de l'écriture. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au-dessus de l'écriture ? Oh, sans hésitation, la musique. La musique. J'envie le pouvoir qu'ont les musiciens de créer une émotion en 2 notes, 3 notes, parfois même juste une note avec le son et la qualité du son. Moi, pour arriver à procurer les mêmes émotions, je suis obligé de mettre en place des processus narratifs ou dramatiques, théâtraux, compliqués. Et eux, comme ça, ils y arrivent. Et en plus, c'est en deçà des langues. Moi, j'ai la chance d'être traduit dans 50 pays, mais il faut me traduire. Un musicien n'a pas besoin de le traduire. Tac. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est ce que j'aurais voulu faire dans ma vie. Et donc, l'écrivain que je suis est complètement habité par la nostalgie du musicien que je n'ai pas été. Et c'est très bien comme ça, parce que cette nostalgie de la musique, elle nourrit mon écriture. Et puis, c'est bien aussi d'avoir dans un système de valeurs quelque chose d'au-dessus. Je me souviens quand moi j'ai eu la chance d'être joué par des monstres sacrés comme Alain Delon ou Belmondo. Et je me souviens une fois d'une conversation entre les deux. Et bon, l'un c'est le soleil, l'autre c'est la lune. Hein. C'est-à-dire il y en a un qui est clair, c'est Jean-Paul Belmondo. Il y en a un autre qui est sombre, c'est Alain Delon. Et
Et Belmondo a une morale du bonheur, enfin c'est un jouisseur, c'est un joyeux, etc., etc. Et en fait, ça vient d'un système de valeurs. Et un jour, je l'ai vu expliquer à Delon, et lui, en gros, il disait arrête de te prendre le chou. Les artistes, ce n'est pas des gens comme nous, les artistes, c'est les créateurs. C'est-à-dire ceux qui créent véritablement, pas les interprètes. Et là, il parlait de son père. Son père, vous savez, le père Belmondo était sculpteur. Et lui, il était le fils d'un sculpteur. Alors, il idolâtrait son père, qui pour lui était le créateur. Et il avait vu chez son père passer à la maison Mauriac, Monterland, etc. Et pour lui, c'était ça, les créateurs. Donc, il y avait quelque chose au-dessus de lui. Ce qui fait qu'il a vécu sa vie qui aurait pu le détruire. Une vie de star qui aurait pu le détruire. Ça ne l'a pas du tout détruit. Parce que dans son système de valeurs, il n'était pas en haut. Donc, tout allait bien. Il devait faire son travail, etc. Je trouve que c'est très, très bon. Moi, j'y pense souvent. Je me dis, ce qui est bien, moi, c'est qu'il y a un truc qui est vraiment, pour moi, tellement plus que la littérature, c'est la musique. Alors, du coup, oui, bon, d'accord, je suis écrivain. Enfin, il y a un truc qui est mieux, c'est faire de la musique. Delon, vous ne avez pas dit, mais il n'y avait rien au-dessus. C'est ça le principe, en fait. D'accord. Quand il y aura prescription, je raconterai. Ouais. Bon, on nous a dit quelques trucs déjà tout à l'heure, parce qu'on a un peu pensé à lui. Une dernière question. Pour faire le lien avec le titre du livre, quand vous regardez dans le miroir, vous voyez quoi? Je vois ma mère. C'est terrible. Moi, quand je vois dans un miroir, je vois ma mère. Ça tombe bien, c'est quelqu'un que j'aime. Mais moi, je ne me vois pas. Je vois juste les traits qui ressemblent à ma mère. En me disant, c'est drôle que ça ne frappe pas les gens quand même. Et donc, je vois quelque chose d'extrêmement sympathique. Et puis, très vite, je cesse de regarder. Et vous ne trouverez quasiment pas de miroir chez moi. Oui. Toutes les maisons que j'ai, il n'y a pas de miroir. Enfin, s'il y en a dans les salles de bain pour les invités. Mais non, moi, j'ai jamais compris la tête que j'avais. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais je trouve ça... et je pense qu'au fond, honnêtement, chacun trouve son visage très incongru. Je veux dire, vraiment à l'adolescence, quand tout d'un coup ça vous pousse et que vous regardez ça, c'est vraiment parce que les lèvres répondent à vos lèvres et puis la main répond à votre main que vous vous dites c'est moi. Mais autrement, ça ne vous ressemble pas. Voilà, et puis alors on regarde ça, on se dit bon alors c'est avec ça qu'il va falloir que je vive, que je me fasse aimer, etc., etc. On se demande si on est équipé du bon matériel. Et puis après les autres vous apprennent que oui. Enfin moi dans mon cas en tout cas. Enfin que ça va quoi, je veux dire il n'y a pas de problème. Donc à partir de ce moment-là j'ai décidé que je me foutais totalement de ce à quoi je ressemblais. Parce que du moment que ça allait aux gens que j'aime, voilà, donc d'où moi je suis un peu comme Anne de Bruges, une indifférence vraiment au miroir, quoi. Voilà, je regarde un miroir pour vérifier que j'ai pas de la salade entre les dents, c'est tout. Donc je suis libre par rapport au miroir. Et merci de vous être libéré pour nous ce soir. Éric Emmanuel Schmitt, merci. C'est un bonheur de vous avoir pendant un peu plus d'une heure. On va vous laisser rejoindre le fond de l'abbaye pour la signature. Merci, bonne fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine.